Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur Extraterrien, dans cette série mensuelle dédiée à la nutrition sportive dans laquelle on essaye de vous donner un maximum de clés pour progresser en tant qu'athlète par les biais de la nutrition. Aujourd'hui, on va aborder, selon moi, un sujet vraiment important pour tous les athlètes et d'ailleurs qui est un vrai hack de santé, mais aussi dans la performance sportive, à savoir l'alimentation anti-inflammatoire. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est que l'alimentation anti-inflammatoire. On va voir quels sont les aliments qui vont favoriser l'inflammation et qui peuvent favoriser un terrain propice à la blessure. On va voir tous les symptômes d'une alimentation qui peut être inflammatoire et toutes les conséquences que cela peut avoir sur vous en tant qu'athlète et en tant qu'être humain tout simplement. Et on va voir plein de conseils aussi pour éviter et anticiper certaines blessures qui peuvent être parfois liées à l'alimentation ou pas. On va citer la science et on va vraiment essayer de rentrer dans le concret avec des données à la fois scientifiques et des données terrain. Et pour ça, je suis accompagné de ma nutritionniste préférée, Marie de chez NutriPure. Salut Marie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben écoute, je suis vraiment ravi de faire ce sujet-là parce que j'ai l'impression que c'est un sujet à la fois tendance, mais à la fois sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup d'études scientifiques qui vraiment prouvent ce qui est annoncé des fois par certains créateurs de contenu ou certains prétendus nutritionnistes. Donc j'aimerais vraiment qu'on essaie d'avoir une approche assez scientifique et une approche terrain avec toi. Mais juste avant ça, pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore écouté nos précédents épisodes qu'on a fait ensemble, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste et responsable de la performance chez NutriPure, où j'accompagne donc de nombreux athlètes pour activer leur potentiel et atteindre leurs objectifs. Et j'ai moi-même connu le sport de haut niveau, en biathlon notamment. Et donc, on est entre de bonnes mains aujourd'hui. Commençons par un petit peu de théorie et aussi un petit peu de sémantique. Qu'est-ce qu'on appelle l'alimentation inflammatoire et l'alimentation anti-inflammatoire ? Alors, une alimentation inflammatoire, c'est une alimentation qui va être caractérisée par la consommation excessive d'aliments inflammatoires, donc notamment des plats préparés, des plats industriels, des graisses saturées, des sucres ajoutés, des produits chimiques, des additifs, voilà, tout un tas d'excipients nocifs. Qui à terme vont induire finalement une inflammation au niveau de l'organisme qui est associée à un risque accru de maladies chroniques telles que maladies cardiovasculaires, diabète, ce genre de choses. Donc finalement, gagner du temps avec des plats préparés, c'est en réalité perdre des points de vie finalement en bonne santé. Donc c'est un peu l'image qu'on pourrait donner sur une alimentation inflammatoire qui est trop transformée et souvent associé à de la rapidité. À contrario, finalement, l'alimentation anti-inflammatoire, et je crois qu'on va le définir un peu plus longuement ensuite, on va venir chercher plutôt un équilibre. L'objectif, c'est de consommer des aliments beaucoup plus bruts, moins transformés, avec notamment une alimentation qui va être beaucoup plus équilibrée, locale, de saison, bio idéalement. Enfin, un ratio qui va être beaucoup plus équilibré pour permettre une bonne santé le plus longtemps possible. À noter qu'il existe autant de façons de s'alimenter que d'êtres humains sur Terre. Donc ça sera individualisé quoi qu'il en soit. Je préfère le préciser dans l'intro, mais derrière, il y a les grandes lignes, les fondamentaux qui vont quand même se rejoindre. Ouais. Bon, c'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet qui concerne tout le monde, donc tout le monde se permet aussi de mettre son petit mot à dire. Et effectivement, chaque personne est unique et fait comme il veut, ou comme elle veut. Là, on est aujourd'hui là pour essayer d'avoir des conseils un petit peu pratiques et scientifiques. Tu l'as mentionné rapidement avec quelques maladies, pathologies, mais quels peuvent être les symptômes d'une alimentation trop inflammatoire? C'est quoi un corps inflammé? Généralement, les symptômes associés à cette inflammation, ça peut se traduire par de la fatigue persistante, par des troubles digestifs, par des problèmes de peau, par une sensibilité plus accrue aux infections, par des douleurs articulaires. Tout ça cumulé peut être déjà un signe bien présent d'un excès d'inflammation au niveau alimentaire.
Ok. Ouais, donc des symptômes que veulent éviter absolument tous Oui. les sportifs. Ah oui, clairement, l'idée, c'est d'optimiser la récupération du corps, puisque l'activité physique, déjà par définition, elle va être acidifiante. Donc, le but chez le sportif, c'est de contrecarrer cette acidité, faire en sorte d'avoir la meilleure récupération possible et de se sentir bien dans son organisme, avec un bon sommeil aussi. Du coup, je l'ai entendu dans ta phrase précédente, tu as parlé d'acidité. Juste avant, on parlait d'inflammation. Est-ce que c'est normal de faire un petit peu l'amalgame ou en tout cas d'utiliser les deux mots entre acidité et inflammation? C'est normal d'associer les deux termes? Oui, je pense, enfin, tout au long de cet épisode, tu m'entendras pardon, parler à la fois d'acidité, d'inflammation, puisque l'organisme peut être sujet aux deux. Donc, c'est tout à fait en lien avec le sujet du jour, qui est l'alimentation anti-inflammatoire. Ok. Et donc, autant on va parler d'acidité et d'inflammation, est-ce que si l'équivalent de l'autre côté, enfin le contraire, alimentation anti-inflammatoire et du coup des aliments plutôt... Basifiant, alcalin, Voilà. exactement. Merci pour cette petite précision de vocabulaire. C'est important que tout le monde comprenne bien de quoi on parle aujourd'hui. Et du coup, tu as mentionné, on va parler d'alimentation anti-inflammatoire. Et donc, pour préciser, c'est donc bien une alimentation qui a pour but de réduire l'inflammation et donc l'acidité du corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme on le disait chez le sportif, l'activité physique, par définition, elle va être acidifiante pour l'organisme. Donc là encore, pour réutiliser les termes qu'on vient de citer, l'objectif, ça va être de contrecarrer toute cette acidité en basifiant, alcalinisant l'organisme et notamment en équilibrant le ratio oméga 6 qui est plutôt pro-inflammatoire par le biais du soja, du maïs, du tournesol, donc le ratio oméga 6 sur oméga 3 qui sera plutôt anti-inflammatoire avec tout ce qui est noix, colza, lin. Et faire en sorte aussi d'avoir davantage de fruits, de légumes qui vont être riches en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Les antioxydants, généralement, ça va être vitamines A, C et E qui seront les plus riches en antioxydants. Ok. Mais également tout ce qui va être épices, herbes aromatiques, par le biais du curcuma, du gingembre, qui vont vraiment avoir ces propriétés plutôt anti-inflammatoires, qui seront intéressantes en vue de trouver cet équilibre et cette homéostasie. Ok. Très clair. Et est-ce que cette inflammation, elle est quand même normale pour les sportifs? Tu l'as mentionné, l'entraînement crée de l'acidité? Oui, après, l'inflammation, c'est normal d'en avoir un minimum. L'organisme, il a besoin d'avoir un certain niveau d'inflammation. C'est l'excès qui est jamais bon et qui peut découler, comme je le disais, sur des maladies chroniques. Mais d'avoir quand même un certain seuil, ça permet aussi d'être alerte sur le système immunitaire qui va pouvoir, lui, s'activer s'il y a un corps étranger, s'il y a une blessure, tout ce genre de choses. Ok. Donc si je comprends bien, en fait, après un entraînement, notre corps il se met en mode récupération Ouais. et c'est effectivement cette récupération qui va créer de l'acidité et qu'on va chercher à venir contrebalancer dans un second temps avec l'alimentation pour éviter un excès d'acidité. C'est à peu Tout à près fait. ça l'ordre chronologique des choses? Oui, c'est exactement ça. C'est en récupération, on essaie de retrouver un équilibre. Au même titre, on peut faire le parallèle avec la glycémie, hein. On a une prise alimentaire qui induit une variation de la glycémie. Le corps, il cherche toujours à garder un équilibre, sa constante, sa valeur de référence. Donc, il met en place des phénomènes physiologiques pour retrouver l'équilibre sur ça. Ok. Tu as mentionné beaucoup de micronutriments. Si on peut juste refaire un récap rapidement, parmi ceux qui sont importants. Donc, tu as mentionné certaines vitamines, la A, la C, la E, c'est ça? Oui, c'est les vitamines les plus antioxydantes, donc qui Ok. vont permettre de prévenir en fait le vieillissement notamment. Ok. On va les retrouver dans quel type d'aliments plutôt? Est-ce qu'il y a des aliments un petit peu phares qu'on peut mentionner? Vitamine A, ça va être plutôt tout ce qu'on appelle bêta-carotène. Donc, c'est souvent des produits orangés, carottes, butternut, potimarron, ce genre de choses. Vitamine C, ça peut être le poivron, brocoli, citron, les agrumes. Ouais. Après, vitamine Le E lait dans tout. aussi, ouais.
Comment? Les baies, il me semble, non? Oui, en fait, dans tous les cas, dans les fruits et dans les légumes, on en aura quand même en proportion plus ou moins variable. C'est vraiment la diversité de l'alimentation qui va permettre d'avoir un équilibre sur la semaine. Donc, c'est bien d'avoir là encore une qualité au niveau des aliments, de saison, parce que rien n'arrive par hasard dans l'année. Donc, de respecter cette saisonnalité, des produits du plus possible local pour faire en sorte qu'ils soient le plus riches en micronutriments, parce que mine de rien, on le voit avec l'avancée dans le temps, avec la pollution qui augmente, etc., on a quand même des pertes en micronutriments qui sont assez importantes. Je reviens aussi sur, à l'inverse, tu vois, les sources d'oméga 6. Soja, maïs et tournesol, ouais. Présentés comme tels, c'est un peu, j'ai l'impression, les petits méchants un peu bien camouflés quand même, parce qu'on les retrouve partout dans l'alimentation. Oui. Et en fait, ils sont beaucoup plus nocifs, voire toxiques qu'on peut le penser. Bah, c'est pas vraiment... Enfin, toxique, c'est pas le terme, dans le sens où les oméga 6, ils sont aussi essentiels pour l'organisme. C'est aussi des acides gras indispensables pour le corps, puisqu'il n'est pas en mesure d'en synthétiser lui-même, au même titre que les oméga 3. La seule chose, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que, généralement, le ratio oméga 6 sur oméga 3, on va faire en sorte d'être à 5 pour 1, à peu près. À l'heure actuelle, avec une alimentation qui est beaucoup plus industrielle, transformée, on est plutôt à 15-20 sur 1. Donc, on surconsomme les oméga 6, qui sont effectivement pro-inflammatoires en excès, au détriment des oméga 3 anti-inflammatoires, chose qu'on recherche dans le cadre de notre alimentation basifiante et récupératrice. Ouais. Est-ce que ça, c'est dû au fait qu'on utilise énormément les huiles, justement, dans l'alimentation transformée, tu vois, je pense aux frites, c'est tout bête, mais Oui. je pense que ça doit être 100% d'oméga 6 et ça fait exploser le taux d'oméga 6 dans les statistiques, en tout cas. Il y a de ça, et puis il y a toute la partie graisse saturée, tout ce qui est ajouté, transformé, industriel, tout ce qui fait gagner du temps, ce que je disais, ça va être au détriment de notre santé. Donc le mieux, c'est vraiment le fait maison, du plus possible et le plus brut, de travailler soi-même ses produits et ne pas aller vers la solution de facilité, la rapidité, qui a bien des choses à cacher souvent. Ok. Est-ce que ce qui va être dangereux, c'est le ratio en fait de 1 pour 15 que je peux compenser en faisant grossir mon taux d'oméga 3, tu vois? Ou est-ce que à l'inverse, je devrais aussi considérer le fait que de baisser en fait mon taux d'oméga 6? Est-ce que ma question elle est un petit peu claire? Et augmenter les oméga 3 pour contrecarrer l'excès d'oméga 6. Exactement. Est-ce qu'il y a un effet de balance un peu logique comme ça, ou est-ce qu'il faut le faire dans les deux sens? Ben, il y a quand même l'idée de réduire les oméga 6 pour pas simplement cacher la misère en rajoutant du mieux, tu vois. C'est une question d'équilibre. Il y a quand même des besoins journaliers qui sont donnés pour les oméga 6 et là, à l'heure actuelle, on les dépasse. On sous-consomme les oméga 3, on a du mal à les atteindre tout simplement parce qu'on consomme pas suffisamment de petits poissons gras au quotidien ou de bonnes huiles en assaisonnement, colza, noix, je me répète, même les oléagineux. Du coup, il y a quand même cette volonté et cette idée j'essaie de réduire mes oméga 6 pour essayer de les remplacer quand même vers des oméga 3, pour équilibrer. Plus dans ce sens-là que de se dire je change rien à ce qui est en excès, mais je rajoute du bon pour essayer d'équilibrer, c'est moins adapté. Ok. Eh ben, écoute, très intéressant. On a parlé un petit peu d'acidité. Moi, il me vient assez rapidement un espèce d'amalgame entre le goût que peut avoir un aliment et des fois, à l'inverse, l'effet que ça peut avoir sur notre corps. Je pense effectivement à certains agrumes qui peuvent avoir un goût très acide, mais qui, à l'inverse, vont être plutôt alcalins sur le corps. Est-ce que c'est normal et comment est-ce que tu expliques cet écart entre les deux? Effectivement, on peut retrouver le cas notamment avec le citron qui, avec un apport en minéraux en fait basifiants, va alcaliniser l'organisme. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le citron beaucoup de magnésium, de potassium, de calcium qui vont être plutôt alcalinisants. Et le goût du citron qui est quand même très acide, en réponse, l'organisme va produire finalement une réponse basifiante face à cette acidité pour essayer de contrecarrer un peu l'excès d'acidité. Donc
C'est peut-être un peu complexe, mais on peut prendre l'image face à un excès de sucre, j'ai une réponse, je produis de l'insuline en excès pour retrouver toujours l'équilibre en fait. Considérer que le corps il cherche toujours à garder une certaine constante, une valeur de référence, vraiment une homéostasie. Donc il va toujours chercher à produire des mécanismes physiologiques pour retrouver le seuil à la normale. Ok. Pour essayer encore une fois de bien comprendre les mécanismes d'inflammation et le rôle de l'alimentation alcaline, est-ce que naturellement dans le cycle circadien, donc dans le cycle des 24 heures, le corps va être peut-être à certains moments plus inflammé? Est-ce que le sommeil va avoir un rôle par rapport justement au niveau d'acidité du corps? Alors effectivement, c'est bien de préciser qu'on passe un tiers de notre vie à dormir en moyenne. Donc il y a un gros rôle de réparation, de récupération en période nocturne. Et à l'inverse, un manque de sommeil ou des troubles de sommeil peut induire des problématiques sur la sphère digestive, sur l'inflammation, des problématiques pondérales aussi, prise de poids, ce genre de choses. Donc il faut vraiment être vigilant sur la partie sommeil, faire en sorte qu'il soit suffisant en quantité et bon en qualité. Donc pour ça, au niveau alimentaire, on va chercher tout au long de la journée à consommer suffisamment de tryptophane, qui est un acide aminé précurseur de l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, mais également de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur généralement. Donc par le biais des oléagineux, les noix, les amandes, les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges, mais aussi les fruits tels que la banane ou les protéines, blanc de poulet, les œufs. Tout ça, c'est des aliments riches en tryptophane qui vont aider à optimiser la qualité du sommeil. Le magnésium a aussi un rôle à jouer sur le côté mieux relaxant, donc favoriser la détente musculaire, aider sur la fatigue nerveuse centrale et faire en sorte d'avoir un temps d'endormissement qui soit quand même le plus réduit possible. Éviter les réveils nocturnes, ce genre de choses. Donc faire en sorte d'avoir une bonne routine pour que le sommeil soit bon et que la récupération soit meilleure aussi. Ok. Et on n'a pas spécialement d'études sur un niveau d'acidité qui serait supérieur pendant qu'on dort ou le matin, parce qu'on Alors, a une activité particulière. non, c'est plus les sécrétions hormonales qui, effectivement, on le sait, le matin, il y a une sécrétion de cortisol qui est plus importante, donc un niveau de stress qui est un peu plus élevé. Enfin, c'est l'hormone du stress. Par contre, le côté inflammatoire, c'est pas encore trop recherché, donc pourquoi pas dans un prochain épisode, il y aura des avancées scientifiques, mais là, à date, j'ai pas plus d'infos que ça. Ok, très clair. Donc on a vu un petit peu les aliments à favoriser et cette alimentation effectivement alcaline à mettre en place. Est-ce que on peut dire que est-ce qu'il y a une échelle en fait d'acidité en fait qui peut nous renseigner sur je vais pas dire le danger d'un aliment ou à l'inverse, son bienfait, peut-être pour voir s'il y a certains aliments qui vont particulièrement accélérer l'acidité et qui vont favoriser un terrain à la blessure? Oui, alors pour cette classification, on se réfère souvent à l'indice de Pral, en fait, qui tient compte de la quantité de minéraux et de protéines pour quantifier le potentiel acidifiant ou alcalinisant de l'aliment. Donc l'impact que ça va avoir sur l'organisme, donc ça va être les grandes familles, hein. On va retrouver tous les fruits, les légumes, les protéines, les féculents, et ça va donner une indication. Globalement, c'est vraiment les fruits, les légumes, les poissons gras, les huiles, etc., qui contiennent des oméga-3 qui vont être plutôt anti-inflammatoires. Et l'excès de protéines, même certains féculents qui vont être plutôt dans la classification plutôt inflammatoire. Mais là encore, c'est un équilibre. L'assiette, quand on la construit, on aura toujours un petit peu de tout. Pareil, les oméga-3, les oméga-6 dont on parlait, c'est vraiment cette diversité qui va aider. Après, à noter qu'il y a quand même des aliments qui sont un petit peu controversés. Je pense notamment au gluten, qui revient très fréquemment. Ça a été assez tendance de squeezer complètement le gluten et de partir sur une alimentation, un régime sans gluten, notamment Djokovic qui le suit.
Bon, par rapport à sa maladie cœliaque, hein, c'est tout à fait justifié, mais du coup, ça amène beaucoup de sportifs ou même d'amateurs, enfin, quel que soit le niveau, à tester ce type de régime. Mais il faut quand même préciser que le gluten, effectivement, c'est une protéine qui est assez complexe à digérer, donc ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Mais les produits sans gluten restent aussi quand même très transformés à l'heure actuelle. Donc il y a même un index glycémique qui serait plus élevé avec des produits sans gluten, donc une absorption plus rapide et une qualité, voilà, faut quand même l'avoir en tête, au même titre que les produits laitiers. Avec le lactose, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. On se pose souvent la question, les produits laitiers, est-ce que c'est vraiment nos amis pour la vie? Ça revient aussi souvent. Mais là encore, ça dépend de la sensibilité de chacun et s'ils sont en mesure de les digérer ou non avec cette fameuse lactase qui est l'enzyme pour digérer le sucre du lait, à savoir le lactose. Ok. J'ai un peu dérivé. Non, mais tu fais très bien et effectivement, je sais que le sujet de l'inflammation et le sujet du gluten sont des sujets qui sont très corrélés quand même. Ouais. Moi, je vois quand même beaucoup d'athlètes qui font de plus en plus attention et notamment à l'approche des compétitions, à éviter le lactose, à éviter le Ça, oui, gluten, bien sûr. sans forcément le radier complètement, hein. On le répète, il y a cette notion de plaisir et on aime tous, je pense, en tout cas, on est très nombreux à apprécier un morceau de fromage sur un bout de pain avec une bonne baguette. On est français et c'est difficile, ça fait partie de notre culture, c'est difficile de le radier. Mais effectivement, à l'approche des compétitions, peut-être, pourquoi pas, Oui. vu qu'il va y avoir un effort intense, c'est peut-être aussi un petit peu placebo, c'est aussi peut-être pour se rassurer, c'est peut-être un peu psychologique, mais à s'en dissocier, quoi. Oui, Et- à l'approche d'une compétition, dans tous les cas, on cherchera une alimentation beaucoup plus digeste. Et pour ça, effectivement, des alternatives, on en a et c'est intéressant de les mettre en place et de les tester en amont, voir si ça passe le jour J. Mais effectivement. Ouais, effectivement, les 2-3 plats de pâtes la veille d'un marathon, les pâtes bien cuites avec un taux d'indice glycémique hyper élevé et avec beaucoup de gluten, ben, on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure chose à faire et qu'il y a plein d'autres stratégies qui sont sûrement plus pertinentes. Moi, je le vois aussi dans les ultra-trailers que j'ai pu interviewer, d'ailleurs, qui se complémentent énormément hein, en oméga 3, qui vont aller aussi aller chercher des multivitaminés ou du magnésium, justement pour participer à ces phénomènes d'anti-inflammation. Bah, je vois chez eux que le gluten, ça reste quand même quelque chose dont on essaye de se séparer et qu'on ne voit plus d'ailleurs, qu'on voit plus dans les gamelles durant les pauses, enfin, en tout cas, durant les ravitaux, quoi. Ouais, souvent c'est plus riz, patates douces, des choses sans gluten. Comme De je le terre disais, même aussi, qui c'est est oui, très pommes de alcaline. terre hyper intéressante. Mais c'est vrai que c'est là encore, ça dépend de la quantité, de la qualité du produit et de la sensibilité de chacun. Il y en a qui vont très bien le tolérer. Faut, je pense, oui, adapter en fonction du contexte, mais voir les désagréments que ça peut induire ou non, parce qu'effectivement, c'est une protéine qui est complexe à digérer, mais c'est pas forcément le cas chez tout le monde. Donc c'est le fameux test and learn, voir un petit peu pour chacun ce qu'il en est. Et c'est ça qui est intéressant en consultation, de pouvoir sans cesse adapter en fonction des retours qui sont faits et avoir vraiment un régime alimentaire adapté à chaque sportif. Yes. Je te pose une toute dernière question, c'est sur sûrement une croyance un petit peu générale. On a vu les aliments qui étaient les très bons élèves, on a vu les aliments plutôt à éviter de proscrire. Et quand on arrive sur effectivement la partie alcaline, anti-inflammation, il y a très souvent les cures de jus de citron qui reviennent. Et je voulais ça. Moi, pendant des années et des années, j'ai pris des jus de citron tous les matins, justement pour me détoxifier, pour nettoyer l'estomac aussi. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que toi, tu as des recommandations par rapport à ça? Alors là, c'est plus nos amis les dentistes qui seraient à même d'en parler, mais le risque, c'est au niveau santé dentaire, ça attaque quand même pas mal l'émail, donc de ce C'est point de trop vue. acide, en fait.
Ouais, effectivement, ils en parleraient mieux que moi, mais c'est assez impactant au niveau de l'émail. C'est assez intrusif et même corrosif. Donc, faut, à mon avis, ajouter le jus de citron sur la salade, tout ça pour en tirer les bénéfices sans problème. Mais à jeun le matin, pur comme ça, souvent on l'associe à une détoxification, mais c'est bien de rappeler que le corps, il est déjà en mesure, il a tous les mécanismes pour détoxifier l'organisme de lui-même, éliminer, drainer tout ce qui a à sortir comme déchets. Donc, Ok. c'est pas la première pratique à mettre en place pour garder un corps en bonne santé, en tout cas. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour sur l'alimentation anti-inflammatoire. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis d'avoir aussi rappelé ce que dit la science et d'avoir aussi partagé ton expérience en tant que nutritionniste de ce qu'on peut mettre en place. Encore une fois, tout est une question d'équilibre et de bon sens. Effectivement, revenir à gagner du temps maintenant, c'est peut-être perdre du temps sur son espérance de vie. Donc, rappelez-vous qu'une alimentation non transformé est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous et que effectivement se complémenter, ça peut être aussi un très très bon levier, notamment en cas d'inflammation. Merci à tous, pensez à vous abonner à la chaîne et merci beaucoup Marie. Merci à toi. Voilà. Et puis pour celles, juste avant de terminer, pour celles et ceux qui sont intéressés, je mets le lien effectivement pour prendre un rendez-vous avec une personne de l'équipe de Marie et le lien vers tous les super bons articles qui sont écrits par l'équipe de NutriPure. Ils sont vraiment de très bonne qualité si vous aimez bien le contenu écrit et que vous voulez approfondir. À bientôt. Salut. Salut.